il détermine donc à long terme ce même plan stratégique, donc qui est de 3 ans, donc ouvre donc la voie vers le long terme. Et ça, c'est de la manière suivante. Alors, il doit décrire les problèmes auxquels font face vos membres, le capital, parce que vous êtes, c'est-à-dire que vous avez créé votre organisation, c'est-à-dire vous avez des membres, hein, et c'est-à-dire vous défendez ces membres-là. Vous défendez donc une série de choses par rapport aux membres donc, de votre organisation. Il doit donner donc les projets principaux et les objectifs de l'organisation pour les 3 années, comme je l'ai dit tout à l'heure ici, parce qu'après les 3 ans, on passe directement donc au long terme. Il doit identifier toutes les parties impliquées dans l'implémentation du plan stratégique. C'est-à-dire le plan stratégique, donc dans son ensemble, il doit reprendre en tout cas tous les acteurs qui traitent avec votre organisation, ce que les Anglais appellent les stakeholders. Donc, ce sont tous les acteurs donc, qui traitent avec votre organisation, que ce soit les membres, que ce soit les staffs, que ce soit les volontaires, que ce soit donc le gouvernement, tout cela qui traite avec votre organisation. Donc, il faut les identifier. C'est par rapport à tous ces membres-là, c'est par rapport à tous ces acteurs-là, que vous allez comprendre comment pouvoir gérer donc chaque partie de ces acteurs-là. C'est capital. C'est dans le plan stratégique qu'on voit tout cela. Alors, il y a maintenant le business plan. Le business plan donc, doit expliquer en détail. Donc, comment et quand l'organisation va réaliser les objectifs et les projets indiqués dans le plan stratégique. Ça, c'est capital. Comment, quand, c'est-à-dire lorsque vous avez donc un business plan, c'est-à-dire il comporte donc, vous donnez des objectifs à atteindre. Mais comment et quand il faut pouvoir donc les atteindre. C'est capital. Alors, il y a identifié donc les ressources financières essentielles pour la matérialisation des objectifs et projets dans le plan stratégique. Le plan stratégique vous a donné, donc, c'est-à-dire, on a identifié donc, des projets. Alors, comment il faut maintenant identifier les ressources? C'est dans le business plan. Où est-ce qu'on va trouver de l'argent pour pouvoir mettre en pratique ce qui se retrouve donc dans le plan stratégique? C'est capital. Ceci, en même temps, le business plan doit couvrir tout le processus de levée de fonds, les ressources humaines et les communications. C'est-à-dire, quand on parle de levée de fonds, c'est-à-dire on parle de donc argent. Où est-ce qu'on va trouver des moyens financiers pour pouvoir mettre en pratique donc, ce qui est dans le plan stratégique? Les ressources humaines, c'est capital. Comment? Parce qu'on a toujours dit, le capital humain, donc le premier capital de l'entreprise, c'est le capital humain. D'ailleurs, le problème auquel nous faisons face en RDC, quand on dit aujourd'hui, nous regrettons énormément, c'est parce que le capital humain, il n'est pas utilisé donc à bon escient. Or, avec les 80 millions de gens que nous avons en RDC, c'est déjà la première richesse que nous avons. Donc, il faut les ressources humaines, des gens capables de porter sur les épaules donc, les projets, les objectifs donc, de l'organisation. De communication, capital. Comment on communique? Lorsqu'on ne maîtrise pas les ABC de la communication dans un groupe, ces groupes-là vont disparaître. Lorsque toute communication ne vient que du haut, c'est-à-dire du haut vers le bas, ça, c'est la dictature. Et ça, c'est l'autocratie. On va le voir donc dans le style de leadership. Ça mène toujours à la catastrophe. D'ailleurs, ce qui tue l'Afrique chez nous, c'est ça. Dans toute communication entre le subalterne et le chef, ça ne vient que du chef. Le chef, ça ne vient jamais donc de bas vers le haut. Donc, et tout ceci, ça crée toujours de frustration. Et comment est-ce qu'on communique avec les autres? C'est-à-dire la communication horizontale. Est-ce que ça existe dans votre groupe? C'est-à-dire d'un bureau à un autre? Comment ça se passe? Donc, lorsque la communication n'arrive pas au bout, elle n'arrive pas, elle se perd donc dans le canal, cette communication n'arrivera jamais. Et en même temps, je vous le dis,
ça va toujours provoquer de frustration et on n'arrivera jamais donc au résultat. Alors, au-delà de ça, il y a maintenant le plan annuel. Le plan annuel est capital, c'est-à-dire, normalement, vous devriez donc chaque année, chaque organisation doit avoir un plan annuel. Ce plan, c'est le plan d'une année. Ce plan-là, donc, reprend les activités principales et le travail à faire pour l'année à venir. C'est-à-dire, on le programme pour l'année à venir, mais pour une année. Le plan annuel doit identifier les responsabilités de chacun quant aux tâches données. Le problème, c'est que nous avons ici chez nous, nous n'arrivons surtout pas à identifier les tâches de chacun de nous. Et les responsabilités, on ne sait pas les donner. Ou si on les donne, il n'y a pas un suivi pour voir ce que ça a donné. Le plan annuel peut être aussi spécifique à un projet ou activité seulement. On peut aussi avoir rien pour toute une année, le plan annuel ne peut concerner qu'un seul projet. Lorsque vous avez un projet qui vaut $1 million, ce projet-là, c'est pour toute une année. Donc, vous pouvez faire un plan annuel. Donc, alors, est-ce qu'il y a moyen de couper un petit peu le micro, s'il vous plaît? D'accord. Est-ce qu'on peut continuer? On est là? Si possible, de couper vos micros. Pour ici, il y a quelqu'un qui là-bas, ça nous dérange. C'est bon. Moi, je vais acheter. En principe, elle entend, mais elle va couper son micro. C'est ce que les autres devraient faire. Oui, je vois, les autres vont couper aussi. Il y a environ 3 personnes qui ont laissé encore leur micro ouvert. Est-ce qu'on peut y aller? Ben, je pense qu'on peut y aller. D'accord. Alors, dans le processus de planification, il y a 2 sortes de facteurs qui peuvent influencer dans votre plan pour votre ONG. Il y a des facteurs internes et il y a aussi les facteurs externes. Quels sont les facteurs? C'est quoi le facteur externe? Le facteur externe, ce sont des facteurs sur lesquels vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez pas les changer. C'est quelque chose qui vient, par exemple, la catastrophe naturelle. Vous n'avez pas, vous, à changer donc, quoi que ce soit. Par exemple, une loi. Comme ici, à un certain moment, on nous avait dit, non, écoutez, pour accéder, pour avoir le statut juridique, il faut 5 ans. C'est une loi de l'État. Vous ne pouvez rien, vous ne pouvez pas changer ça. Ça, sont les facteurs externes. La législation, les préférences des bailleurs de fonds. Le bailleur de fonds peut surveiller dans le matin et vous dire, non, non, l'année passée, on donnait des financements pour les femmes violées. Mais cette année, on change. On ne donne plus aux femmes violées, mais on donne maintenant aux enfants qui sont dans les mines. Vous ne pouvez rien. C'est au-delà de vous. Le besoin changeant de vos membres. Oui, j'ai dit tout à l'heure ici que le monde évolue vite, et parce que le monde évolue donc tellement vite, c'est-à-dire que le besoin aussi change. Donc, en ce moment-là, vous ne pouvez rien faire. Si l'année passée, vous étiez en train de traiter avec des enfants qui n'avaient pas de téléphone Android, et qu'aujourd'hui, cette année, donc, les enfants ont maintenant des téléphones Android, écoute, il y a un besoin changeant. Vos membres ont déjà maintenant une autre façon de voir, une autre façon de faire. C'est un besoin, un nouveau besoin. Et vous pouvez faire. Donc, c'est-à-dire, vous comprenez très bien que vous ne pouvez rien par rapport à ça. Alors, le facteur interne, oui. Là, vous pouvez donc agir par rapport à ça. Les ressources. Dans les ressources, on trouve de tout. Il y a des équipements, il y a le loyer, donc c'est-à-dire là où vous êtes, il y a des terrains, il y a par exemple donc des véhicules, il y a quoi encore? Vous pouvez aussi acheter de la volaille, des bêtes. Ce sont des ressources de votre organisation. Là, vous pouvez agir.
sur ces ressources-là pour changer le facteur interne. Les ressources humaines, vous pouvez agir. Par exemple, vous avez deux staffs et il y a beaucoup de besoins aujourd'hui. Et il faut en avoir 5, 6, 7, 8 pour pouvoir arriver à la performance à la fin de l'année. Vous pouvez donc agir. Donc, le finance, vous pouvez demander plus d'argent pour pouvoir arriver à quelque chose. Là, vous pouvez agir. Le temps, vous pouvez vous dire, non, non, au lieu de 2 mois, il nous reste 2 mois, mais écoutez, ce travail ici, on peut réduire le temps. Parce qu'il faut arriver à quelque chose. Vous pouvez le faire. L'expertise, vous pouvez engager quelqu'un qui a l'expertise. Ça, ce sont des facteurs internes sur lesquels vous pouvez influer pour changer donc, le cours de l'histoire de votre ONG. Alors, maintenant, nous passons au conseil d'administration. J'ai dit tout à l'heure ici, après avoir créé votre organisation, après avoir fait tout ce que vous avez, après avoir réuni comment je vais dire, tous les éléments, pardon, vous avez maintenant des éléments sur votre table et vous dites, il faut maintenant avoir un conseil d'administration. Parce qu'une ONG ne peut pas travailler sans conseil d'administration, parce qu'il faut les lire, ce conseil d'administration. Il y a d'abord l'Assemblée générale. L'Assemblée qui est au-dessus de tout ça, c'est les membres qui sont là, qui sont toujours au-dessus du conseil d'administration. Dans le conseil d'administration, vous les lisez. C'est là qu'il y a le président, le vice-président, qu'il y a tout le monde, donc le secrétaire général, tout ça, ils sont dans le conseil d'administration. En réalité, là, normalement, il y a maintenant aussi ce qu'on appelle le conseil exécutif. Mais c'est qui cela? Ce sont ceux-là qui gèrent donc votre organisation au jour le jour. Ils doivent rendre compte au conseil d'administration. Et le conseil d'administration rend compte aussi à l'Assemblée générale. Donc voilà, il faut maintenant élire donc votre conseil d'administration. Et il faut comprendre comment ça marche. Est-ce que votre président que vous avez élu a-t-il des compétences pour pouvoir gérer donc ce poste-là? Ça, c'est capital. Une ONG, c'est plus que même un travail dans un gouvernement, un poste gouvernemental. C'est plus que même un ministre. Raison pour laquelle vous voyez tous ces présidents américains, lorsqu'ils finissent donc leur mandature, mais ils créent donc une fondation. C'est parce que ça vous donne en tout cas la perche. Donc ça vous donne en même temps, ça fait de vous quelqu'un de valeur. Alors, est-ce que le président que vous avez dans vos groupes a-t-il des compétences pour gérer votre groupe? Bonne question, vous allez répondre à ça. Ce sont des questions que je poserai après. Le vice-président a-t-il des compétences? Le secrétaire général, est-ce que tous ceux-là qui sont chargés donc, dans plusieurs domaines, est-ce qu'ils ont des compétences pour? Surtout. En Afrique, on sait bien le faire. C'est le frère, la sœur au président qui passe au secrétaire général. C'est le secrétaire ou bien au niveau de l'argent, là où il y a, au niveau de finances, c'est le petit frère donc à la vice-présidente. La vice-présidente, c'est la femme au président. Et tout ça, ça détruit complètement donc l'image de ce que devrait être une ONG donc en Afrique. Et tout ça, c'est connu au niveau international, on en parle beaucoup. Alors, les documents décrits, il faut quoi? Il vous faut maintenant une constitution. Ce qu'on appelle ici le statut. En Europe, on appelle ça, surtout en Angleterre, on appelle ça constitution. Donc, ça s'appelle une constitution, que vous appelez ici statut. Le statut, donc, c'est un document mère qui fait quoi? Qui décrit ce que fait l'organisation et comment elle est gérée. On gère comment l'organisation. Hein? C'est capital. Sans ces documents-là, c'est malheureux de voir toujours le gens aller piquer. Donc, c'est bien beau, oui, on n'invente pas la roue. Oui, c'est bien beau d'aller sur Google, vous prenez donc un document, mais rassurez-vous, les documents que vous prenez sur Google, c'est un document qui vous crée des problèmes. Parce que ce document-là, vous le prenez donc à la hâte et vous mettez n'importe quoi et à la fin, vous allez vous retrouver dans un nouveau tribunal et commencer à vous entrer-déchirer. Il faut pour moi, votre document, vous allez prendre un document sur Google, mais asseyez-vous avec les autres, commencez donc à bien l'étudier pour qu'il faut qu'il ressemble donc à ce que vous avez comme mission et comme vision. Les gens qui gèrent une ONG sont appelés conseil d'administration. C'est-à-dire, on ne dit pas qui gère. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont à la tête du conseil exécutif.
Parce que le conseil, c'est le manager. Ils ne sont pas dans le conseil d'administration. Les managers, ils sont dans le conseil exécutif. Ce sont ceux-là qui exécutent ce que dit le conseil d'administration. Dans une petite organisation, ces gens sont appelés les comités de gestion. Donc, ce sont des gestionnaires. Hein? Mais en réalité, le conseil d'administration, c'est un comité assez large qui comprend le président, le vice-président. On va maintenant recruter ce qu'on appelle le manager, les directeurs d'une entreprise, et tout ça. C'est cela-là, ils font partie du conseil exécutif. Ils exécutent ce que veut le conseil d'administration. Alors, il y a la constitution, statut, expliquera comment le comité est choisi, les responsabilités de chacun et comment les décisions sont prises. Donc, tout ceci doit apparaître donc, dans le statut. Alors, en RDC, d'après ce que… En RDC, toutes les ONG doivent s'enregistrer au ministère de la Justice et qui donne droit à un F92, qui est la première étape de la longue procédure de statut juridique. Parce qu'il paraît que si ça prend 5 ans, donc je crois que c'est la nouvelle loi, ben, il faut faire avec. Mais au moins, avec le F92, ça vous permet déjà de travailler. Au niveau de la ville, vous pouvez donc aussi demander au niveau de la ville, parce qu'il faut faire attention, le F92, c'est national, mais au niveau de Kinshasa, il faut voir aussi Kimbuta. Et bon, Kimbuta, l'actuel, donc c'est Ngobila. Donc là où ils sont, il faut leur demander il faut leur demander les documents pour permettre en tout cas de travailler au niveau de Kinshasa. Le bourgmestre, il faut pouvoir informer le bourgmestre dans là où vous êtes. Vous savez ce qu'il y a au juste. Lorsque vous n'avez pas de problème avec qui que ce soit, tout ceci, on ne le voit pas. Mais le jour où vous avez des problèmes, le jour où on vous veut des problèmes, on va vous commencer, c'est là qu'on commence maintenant à vous titiller. Est-ce que vous avez l'F92? Oui, 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 je l'ai. Vous croyez que c'est… Non, non, ce n'est pas suffisant. Est-ce que vous avez donc au niveau du gouvernorat de la ville de Kinshasa, est-ce que vous avez donc le document, tel document qui vous permettra donc de travailler sur la ville de Kinshasa? Non, je ne l'ai pas. Ah, j'ai un problème. Est-ce que le bourgmestre, donc là où vous habitez, est-ce qu'il est au courant de vos activités? Ah, non, je ne sais pas. Ils peuvent déjà vous créer des problèmes à ce niveau-là. Le F92, ce n'est pas encore suffisant. Il vous faut donc toute la documentation pour vous protéger, au cas où. Tant qu'on n'a pas de problème, c'est bon. Personne ne viendra vous déranger. C'est juste après que vous aurez des difficultés. Alors, cependant, une organisation enregistrée n'a pas d'identité légale séparée de ses membres. Ça, c'est capital. Il faut comprendre ça. Lorsque vous prenez le F92, vous êtes enregistré au niveau de l'État. Et en même temps, vous êtes responsable des dettes de votre organisation. Si vous avez pris des dettes, vous avez contracté donc une dette auprès d'une banque, et si vous croyez qu'à la fin, et que vous n'êtes pas capable de… c'est-à-dire que l'organisation tombe en faillite, vous êtes responsable et vous devez pouvoir payer cet argent. Et on peut même vous amener au tribunal. Et lorsque on a des problèmes avec votre organisation est une personne morale. Ce sont les personnes physiques qui agissent au nom de l'organisation qui sont censées répondre donc aux problèmes de votre organisation. C'est pour ça que je vous dis, il faut être beaucoup plus vigilant lorsque vous créez une ONG et lorsque vous travaillez avec des gens parce que vous ne savez pas jusqu'où cela peut vous amener. Voilà. Alors, ceci dit, le conseil d'administration est responsable de ce que fait l'organisation et ses membres sont poursuivables pour toutes les dettes contractées. Je crois que là, nous sommes compris. Alors, maintenant, c'est vrai que lorsqu'on commence petit. Hein. On a vu des petites organisations de 2-3 personnes, mais après, c'est devenu carrément une grande organisation avec un char automobile de 300 jeeps. On a vu, moi j'ai vu ça en Ouganda, j'ai vu ça en Tanzanie. C'était carrément presque un centre de santé. Mais je suis revenu 3 ans plus tard, j'ai trouvé, mais ils avaient plus de 150 jeeps. Donc, c'était devenu carrément comment je vais dire, c'est devenu carrément une grande organisation. Alors, au fur et à mesure que votre organisation prend de l'ampleur, elle peut se muer donc en entreprise sociale. C'est comme ça que beaucoup de gens dans le Nord font pour essayer d'éviter des tracasseries après.
Parce que lorsque vous devenez une entreprise sociale, d'office, vous n'êtes plus poursuivable par la loi parce que maintenant, une entreprise sociale, c'est elle qui reprend toutes les charges. Ce n'est plus vous, comme personne physique, qui répondrez un jour par rapport aux problèmes de l'entreprise, mais plutôt parce que l'entreprise devient une entreprise sociale, c'est l'entreprise qui répond. Donc, par rapport à ça. Donc, en devenant une entreprise, donc votre organisation a une identité différente de celle de membres du conseil d'administration. Donc, à ce stade, les membres du conseil d'administration ne sont plus légalement responsables pour les dettes contractées, tout et tout. Alors, vous allez d'ailleurs voir, vous devenez plus un panel de directeurs et non plus un simple conseil d'administration. Les responsabilités principales des directeurs sont s'assurer que l'organisation est bien gérée et être en conformité avec les obligations légales et morales du pays. Vous ne pouvez pas vous mettre à gérer donc une organisation qui est en contradiction avec les lois du pays. Là, vous créez des problèmes. On a vite vu pas mal de gens qui, directement, lorsqu'ils sont dans la défense des droits de l'homme, allaient jusqu'à titiller l'État. De l'autre côté, provoquer. Et là, ça finit toujours mal. Donc, il faut pouvoir être en phase avec les lois de votre pays. S'assurer aussi que votre organisation travaille donc d'après les objectifs qui se retrouvent dans votre statut. Que disent vos objectifs dans vos statuts? Ils disent quoi? Mais il faut le faire, c'est en fonction de ça. Vous n'allez pas faire les choses en fonction de ce que maintenant vous laissez ce qui a été dit dans le document mère et vous commencez donc à créer d'autres. Mais oui, c'est possible de le faire, mais cela doit être décidé dans le cadre d'une assemblée générale avec tous les membres qui doivent donner donc leur avis. Là, on ne peut pas changer ce qui se trouve dans vos statuts de vous-même, c'est-à-dire le conseil d'administration n'a pas le droit de le faire seul. C'est à l'assemblée générale que cela se décide. Assister le staff et le volontaire à comprendre les objectifs donc, de l'organisation et comment les atteindre. Oui. Lorsque vous prenez donc le staff, vous les engagez. Ils ne sont pas dans le groupe. Ils n'ont jamais été dans le groupe. Les volontaires, ils sont aussi nouveaux dans le groupe. Mais il faut pouvoir à chaque fois les assister. Ils doivent comprendre les objectifs de votre organisation et ils doivent pouvoir s'imprégner de ça et comprendre comment fonctionner en fonction de ça. Développer aussi les règlements internes qui vont servir de garde-fou. Oui, c'est ce que d'ailleurs, quand on parle de procédure, c'est ça en fait. Vous avez des règlements internes qui doivent servir de garde-fou. Ça vous protège en même temps et ça protège en même temps et le staff et les tierces personnes. Donc, voilà à peu près le conseil d'administration, c'est que doit faire le conseil d'administration. Donc, on continue. Il doit contrôler et évaluer l'effectivité de l'organisation et ses services. Toujours contrôler et évaluer donc l'effectivité de l'organisation. Gérer les ressources de l'organisation correctement, c'est capital. On a trouvé ici, dans le groupe, vous allez voir des groupes ici, ils n'ont même pas un comptable, mais ils ont géré 200, 300 000 $. Jamais, et ça crée des problèmes de frustration. La raison pour laquelle vous n'allez plus donc accéder à des financements. Développer les services qui vont dans le sens de besoins changeants de vos membres. Oui, on vous a dit tout à l'heure ici que plus le monde évolue vite et plus les besoins de vos membres changent. Donc, il faut développer aussi des services qui vont dans le sens de besoins changeants de vos membres. Promouvoir la réputation de votre organisation et encourager l'implication de vos membres et d'autres qui utilisent vos services. Il est tout à fait déconseillé de regarder les membres d'en haut, c'est-à-dire vous voulez faire comme s'ils n'existaient pas. Parce que vous êtes déjà là et vous croyez qu'il n'y a que le conseil d'administration qui a un mot à dire et les autres ne comptent pas. Ça, c'est déjà le début de la fin. Donc, voilà. S'assurer que le membre du conseil d'administration soit élu d'après les prérogatives dans le statut de votre organisation. Oui, on ne peut pas. Si dans votre organisation, il est dit qu'on peut coopter un membre, coopter, c'est quoi? C'est lorsque vous ne pouvez pas passer donc aux élections et vous dites le conseil d'administration décide de prendre telle. On dit non, non, on a besoin d'une femme, mais on ne peut plus passer aux élections, mais on prend telle femme-là, vous l'avez cooptée. Et quand vous cooptez donc ce membre-là qui arrive
nouvellement arrivé dans le conseil d'administration, mais il faut vérifier si dans votre statut, c'est là et dit comme ça. S'il n'est pas dit comme ça, vous avez tort. Et ça peut vous créer des problèmes au niveau du conseil d'administration. Alors, enfin, au niveau de l'Assemblée générale. S'assurer qu'ils ont la connaissance et l'expertise pour conduire leur tâche, c'est-à-dire les membres du conseil d'administration, est-ce qu'ils ont la connaissance, on a dit tout à l'heure, ici, l'expertise pour conduire leur tâche? Il ne faut pas prendre des amis, des sœurs, tout ça. Non, non. Il doit être informé des buts et objectifs de l'organisation, ça c'est vrai. Il doit avoir une copie des statuts de l'organisation et en comprendre les règles et les procédures qui régissent le conseil. Moi, j'ai trouvé quelqu'un ici à Kinshasa qui me dit qu'il est dans une organisation, mais il n'a jamais vu la copie de la constitution, de leur statut. Et j'ai posé des questions pour comprendre s'il comprenait donc ce qu'ils sont en train de faire. Il m'a dit, oh, on fait avec. Alors ça, oublie ça. Je ne suis pas là en train de passer mon temps à vous expliquer des choses pour que vous puissiez encore revenir donc sur des erreurs pareilles. Ça, c'est condamnable. Je vous assure que certains membres de votre organisation peuvent vous ramener et vous pouvez faire même la prison avec ça. Ne jouez pas avec des choses comme ça. C'est capital. Alors, garantir un contrôle financier. Garantir un contrôle financier adéquat du capital de l'organisation et comment ceci est utilisé. Ça, c'est capital. Toutes les ONG que j'ai vues en Afrique qui s'entre-déchirent, mais c'est quoi? C'est toujours l'argent, non? Mais est-ce que vous avez mis, en tout cas, un contrôle financier adéquat et clair du capital de l'organisation et comment c'est utilisé? Ça, c'est capital. Il faut que vous ayez ça. Et tant que vous n'avez pas cela, ça vous créera plus de problèmes. Et vous n'avez pas le droit d'aller prendre de vous-même le capital de votre organisation, aller le vendre ou bien même le porter à quelqu'un d'autre de vous-même, sans l'accord de l'Assemblée générale. Vous n'avez pas le droit. Les conseils d'administration n'est pas au-dessus de l'Assemblée générale. C'est l'Assemblée générale qui est au-dessus du conseil d'administration. C'est elle qui décide. Alors, parce que dans l'Assemblée générale, il y a les membres et ce sont les membres qui sont au-dessus du conseil d'administration. Alors, respecter la loi sur la sécurité et la santé lors des activités de l'OCDE, c'est capital parce que lorsque vous avez des gens qui viennent travailler, donc ce sont des volontaires par exemple, ou bien un membre du conseil d'administration, il se casse les dents parce qu'il a marché sur un câble. En Afrique, on ne veut pas écouter ça. Il a monté sur un câble et il se casse les dents, mais il peut vous amener au tribunal. Et vous allez les dédommager. Donc, il faut s'assurer que vous avez un règlement qui concerne la sécurité et la santé lors de vos activités. S'assurer que l'organisation a la permission d'assister ou donner conseil dans un domaine précis qu'elle prétend défendre. On dit, vous dites que non, vous défendez les femmes violées. Est-ce que vous avez des compétences pour défendre des gens comme ça? Est-ce que vous dites, non, nous sommes dans la promotion de l'entrepreneuriat en RDC. Est-ce que vous avez l'expertise dans ce domaine-là? Ça peut vous créer des problèmes. L'État peut se lever un jour et venir vous poser un problème parce que tout simplement, vous avez commencé à déranger l'État et l'État vous cherche donc de problèmes. Et lorsque vous n'avez pas l'expertise qu'il faut dans un domaine précis, on peut vous prendre et je vous assure, ça peut vous créer des problèmes. On ne dit pas que vous, c'est-à-dire vous pouvez donc manquer de cette expertise-là, mais vous devez vous entourer de gens qui ont cette expertise-là. Donc voilà. Alors, il y a ici maintenant la gestion de l'organisation. On continue, on est bon? Le conseil d'administration doit s'assurer que l'organisation est en phase avec les obligations légales et financières. Les obligations légales et financières, vous les trouvez où? Vous les trouvez dans vos statuts. Ce sont vos statuts qui vous montrent cela. Le conseil d'administration doit s'assurer du principe de redevabilité envers les bailleurs de fonds et les membres. C'est-à-dire qu'ils doivent rendre compte aux bailleurs de fonds. Le bailleur de fonds vous donne de l'argent. Nous, on a eu l'année passée $60 000. Nous, je parle de nous. Oui, l'année passée, on a eu $60 000 pour 2 projets. Ces 2 projets,
Nous sommes allés jusqu'au bout. Mais à la fin de ces 2 projets, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit un rapport d'activité et puis on a écrit un rapport financier que nous avons soumis. Et qu'est-ce qu'eux, ils faisaient donc, les bailleurs de fonds? Après pour accéder donc au 2e palier du financement, il fallait d'abord remettre un rapport, un rapport intermédiaire. Mais à la fin du projet, vous soumettez un rapport financier global qui reprend comment vous avez eu l'argent et comment vous l'avez géré. Et vous allez encore soumettre aussi un rapport des activités. Ces rapports des activités doivent démontrer quel genre d'activités ont été faites avec leur argent. Voilà, c'est capital. C'est pour ça on vous dit qu'il faut avoir des gens qui sont outillés à faire ce que je suis en train de vous dire là. S'assurer que le principe de rédavabilité, c'est ça le principe de rédavabilité, c'est-à-dire vous devez pouvoir rendre compte aux bailleurs et en même temps aux membres de l'organisation. Les membres de l'organisation, comme je l'avais dit tout à l'heure ici, ils sont au-dessus de vous. Même si c'est vous qui les gérez, mais je vous assure, il y a l'Assemblée générale et ils peuvent, lors des élections à venir, vous sanctionner. Alors, il doit s'assurer que les services rendus à ces membres sont conformes aux normes. Oui, vous n'allez pas dire, ah, écoutez, moi, je suis en train de… Je ne voudrais pas dire à quelqu'un que je suis en train de vous donner la formation d'entrepreneuriat, mais sans pour autant comprendre les normes du monde entrepreneurial. C'est capital. Ou en même temps, le service ou conseil que vous donnez donc aux gens doivent à tout prix, en tout cas, répondre donc aux normes aussi de l'État. C'est capital. Le conseil d'administration doit s'assurer de bonnes relations entre le staff, le volontaire, le membre, et en même temps encourager une approche dynamique et innovante pour répondre aux besoins de ses membres. C'est capital. Lorsque la communication, c'est ça le problème de la communication. La communication, lorsqu'elle ne passe pas, quand il n'y a pas de bonnes relations, il n'y a pas de bonne communication. Et lorsqu'il n'y a pas de bonne communication, il n'y a pas de performance. Voilà. Alors, pour s'assurer que votre organisation est bien gérée, il faut établir un modèle de gestion écrit et transparent ou une structure organisationnelle comprise de tout un chacun. Donc, il faut franchement avoir un modèle transparent parce que, comme j'ai dit tout à l'heure ici, l'argent, c'est le nerf du problème. Lorsqu'il n'y a pas de transparence, donc c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais et on n'arrivera jamais et la performance de votre ONG sera un échec. Alors, il y a la communication effective, on a dit tout à l'heure, il permet aussi d'établir les rôles et les responsabilités, on l'a dit. Cette procédure permet de montrer comment les décisions sont prises à travers la structure organisationnelle de votre ONG. C'est-à-dire, ce qu'on appelle chat, les Anglais appellent ça chat, c'est la structure de votre ONG. Donc, vous avez l'Assemblée générale, vous avez le conseil d'administration, et vous avez le conseil exécutif, et vous avez, il y a le responsable de chaque département. C'est ça la structure organisationnelle de votre entreprise. Et les décisions sont prises à travers cette structure-là. Okay? Donc, il y a, pour comprendre les rôles à donner à chacun, pour comprendre les responsabilités à donner aux volontaires, au staff, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le job description. Je crois que beaucoup de gens le savent. Pour chaque poste, pour chaque service que vous faites dans votre organisation, que vous rendez à votre organisation, il y a les jobs, c'est-à-dire le job description. Donc, ça vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'on attend de vous dans votre organisation. Okay? Le manager est dans l'obligation de rendre périodiquement compte au conseil d'administration et reçoit son soutien. Oui, lorsque vous avez le manager, lui, il est dans le conseil exécutif. Il le rend compte au conseil d'administration. Mais il a le soutien du conseil d'administration, normalement. Mais lorsque le conseil d'administration n'est plus en phase avec le conseil exécutif, mais il faut virer donc le manager. Il ne peut pas y avoir de problème entre les deux. Si ça ne marche pas, si le manager n'obéit plus aux ordres du conseil d'administration, il faut le virer tout de suite. Il n'a plus rien à faire là. Chaque fonction de la structure managériale doit clairement définir les secteurs de responsabilité. C'est ce que j'ai dit dans le job description, ça existe. Les décisions importantes doivent être prises à des niveaux appropriés de l'organisation. Normalement, c'est à des niveaux appropriés donc de la structure organisationnelle. C'est ce qu'on veut dire. Okay? Donc, toute ONG qui aspire à compétir avec les ONG internationales doit développer des règlements
des procédures et des normes. C'est comme ça qu'eux évoluent. Eux, ils ne viennent pas du jour au lendemain, ils commencent donc à boutiquer. Non. C'est-à-dire qu'il y a des règlements à suivre. Vous pouvez donc arriver dans un bureau d'une ONG internationale, on vous montre les règlements à suivre. C'est-à-dire que Moses soit ou ne soit pas là, ce n'est pas moi le problème. C'est-à-dire le problème, c'est les règlements qui sont là qu'il faut suivre. Les procédures sont là, qu'on va voir demain. Les normes sont là. Donc, moi, je suis quelqu'un qui peut passer, mais toute la dimension, sans moi, existe déjà.